été vous-même ciblé. Mais là, vous parlez d'Abobogar et de nombreuses tueries. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans ce quartier ou aux alentours de ce quartier, des tueries dont vous vous souvenez? Merci, maître. A, Kouté, K-O-U-T-E. C'est un sous-quartier d'Abobogar qui a été attaqué par le commando invisible, occasionnant de nombreux morts et de nombreux blessés. Les populations qui en avaient la capacité ont réussi à fuir cette zone-là et tous les rescapés qu'on a pu récupérer ont été regroupés dans des églises et dans des temples à Abidjan. Deuxième cas précis, au kilomètre d'IPK 18. Là encore, le commando invisible a encore attaqué des populations civiles. C'est tout, maître. Deux cas précis. D'accord. Et ces populations, devant ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ce sont des populations désemparées qui n'avaient pour salut que de fuir cette zone-là pour se mettre à l'abri dans des zones plus sûres, des cocodis. D'accord. Donc vous disiez, face à ces tueries, toujours c'est dans le, je reprends le petit extrait que j'ai, à propos du couvre-feu. Je vais vous citer. C'est donc transcrit français du 10 mars, page 43, ligne 16. Là, et je cite. Compte tenu de la situation sécuritaire délétère dans la commune d'Abobogar, il est donc question d'un couvre-feu dans cette zone-là, mais ce couvre-feu n'a jamais été mis à exécution. Fin de citation. Donc, première question. Vous nous avez expliqué les tueries, en prenant deux exemples, les tueries de la part du commando invisible. Vous avez dit qu'il fallait une mesure administrative ou militaire. Ici, il s'agit d'une mesure administrative, le couvre-feu. Ma question, est-ce que le couvre-feu était une mesure adaptée face à ces tueries et désordres? Il a dû avoir une erreur de langage, mais cette mesure n'a jamais été appliquée. D'accord. Alors, ça n'a jamais été mis en œuvre. Vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre et... Cela avait été discuté au cours d'une réunion tenue au palais de la présidence sous l'autorité de M. le Président de la République, M. Laurent Gbagbo. Les avis des uns et des autres ont divergé quant à la nécessité de déclarer Abobogar zone de guerre dans une ville aussi grande comme Abidjan, ça n'aurait pas prospéré. Donc ça n'a pas eu lieu. Pour des raisons que ce n'était pas évident de déclarer un quartier zone de guerre. D'accord. Alors, à propos d'Abobo, est-ce qu'à votre connaissance, après une certaine date, il n'y a plus eu de poste
des forces de sécurité ou de position, plus exactement, des forces de sécurité à Abobo? Ou bien est-ce qu'il y a toujours eu des positions à Abobo pendant des forces de sécurité pendant toute la crise? Les forces de sécurité étaient stationnées à l'intérieur de l'escadron d'Abobogar. Et au niveau de la Maca, pour empêcher la progression observée du commando invisible vers Abidjan centre. D'accord. Alors, à propos du commando invisible et d'autres groupes armés pendant la crise, avez-vous été informé en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, à un moment donné, et peut-être par exemple avant le début de la crise, c'est-à-dire avant même les élections, juste avant les élections présidentielles, ou pendant les élections présidentielles, ou juste après les élections présidentielles, de l'infiltration à Abidjan de groupes organisés qui devaient déclencher à un certain moment une attaque? Je n'en ai pas eu connaissance, mais avec la présence du commando invisible, ça laisse supposer donc qu'il y a eu des infiltrations au préalable et qui s'est donc réorganisé en commando invisible pour mener des attaques. Avez-vous été informé, toujours juste avant les élections, pendant les élections ou juste après les élections présidentielles, ou à un moment quelconque d'ailleurs, de l'existence de caches d'armes? De caches d'armes, je n'en ai pas eu connaissance, puisque tout se faisait dans la paix pour organiser la sécurisation du processus électoral. Cela n'exclut peut-être pas que des gens qui avaient d'autres intentions aient organisé des caches d'armes. D'accord. Alors, je vais vous montrer un premier document qui est référencé CIVOTP 0043 04 10. En date du 5 mai 2010. Alors, vous voyez le document, monsieur? Peut-être qu'on peut... Oui, parfait. Est-ce que ça vous va comme agrandissement? Oui. Bon. Alors, est-ce que vous avez... Vous m'excusez une seconde. Alors, monsieur, est-ce que ce document vous a été destiné? Oui, le commandement supérieur en est destinataire. D'accord. Alors, il est intitulé « Découverte et saisie d'armes de guerre et d'effets vestimentaires militaires ». Et la date, c'est le 5 mai 2010.
Alors, je vais très rapidement le synthétiser et vous allez pouvoir le commenter si vous le souhaitez. Donc, il s'agit de la découverte et saisie d'armes de guerre, entre autres. Saisie le 5 mai 2010 au quartier Rang, non loin de la station Afrique Oil, commune d'Anyama, à Anyama donc. Et puis, deuxième saisie au domicile d'un nommé Fofana Baya. Et on parle de RPG, de SIG, de pistolets mitrailleurs, de Kalachnikov, bref, de nombreuses armes, de roquettes anti-chars, de roquettes anti-personnel, de toutes sortes de munitions, et de cartons, de 4 cartons contenant différents treillis de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Pas tout le monde pouvoir. Ah oui, pardon. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Confrère, nous allons, pardon monsieur, parce que j'étais en train de synthétiser, mais je vais demander à ce qu'on, en même temps que je parle, on le lève pour qu'on puisse suivre. Vous avez tout à fait raison, merci. Quand vous avez lu tranquillement cette première page, on pourra passer à la seconde page. Oui, s'il vous plaît. Alors, peut-on passer à la seconde page, s'il vous plaît? Alors, monsieur, si vous voulez, je peux vous remettre une copie papier. Ce sera peut-être plus simple. Vous voulez? Oui, s'il vous plaît. Alors, monsieur le greffier, s'il vous plaît. Oui. Bon, parfait. Alors, est-ce que vous vous souvenez de de cet incident particulier, de la découverte de cette cache d'armes? Je ne m'en souviens pas du tout. Et le nom Aondion, qui est sous le cachet en bas, ne me dit rien du tout au niveau de mes hommes qui étaient à Diamant. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'autres incidents ou d'autres découvertes, si vous préférez, de caches d'armes? Non, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens pas du tout. Alors, je vais vous montrer un autre document. Il est référencé CIVOTP 0044 0061. Could you please indicate the level of... Référé d'audience, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le niveau, le statut de confidentialité du document? Alors, vous l'avez sous les yeux, monsieur? Oui.
C'est un document du 22 novembre 2010, la date est notée 22 novembre 2010, qui vous est adressé. Vous vous en souvenez? Oui, allons-y. Mais vous vous souvenez du document? Non, je ne m'en souviens pas du tout. Mais on peut toujours continuer de le lire. Ça peut me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît. D'accord. Vous voulez qu'on le lise ensemble? S'il vous plaît, si c'est autorisé. Bien sûr. Alors, ça vous est adressé. Et l'objet est une, je cite, proposition de félicitations écrite en faveur des gendarmes de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire l'UIGN. Fin de citation. Alors, il est dit, et je vais synthétiser, je peux bien sûr citer, mais je pense que là, synthétiser rapidement est aussi bien, qu'il y a une opération pour découvrir des caches d'armes à Abidjan et aux alentours, notamment à Anyama, et que les gendarmes ont découvert un arsenal, alors je cite cette fois-ci, ont découvert, je cite, un réel arsenal de guerre composé comme suit: 5 LRPG, 1 AA-52, 1 T-56, 5 SIG, 2 AK-47, 3 PM-MAT-49, 2 fusils calibre 12 de fabrication artisanale et 414 tenues treillis. Fin de citation. Alors, monsieur, d'abord, pour que nous comprenions bien, car nous sommes des béotiens, et vous, vous êtes un professionnel, c'est quoi un LRPG? RPG, c'est une roquette anti-char. D'accord. Donc des armes anti-chars, c'est ça? Oui. Ah, alors, pardon, monsieur, je vais vous demander aussi au greffier de bien vouloir continuer la lecture en même temps que je la faisais, c'est-à-dire de lever le document jusqu'à ce qu'on puisse voir le bas du document. Encore un peu. Très bien, encore un tout petit peu qu'on voit la fin. Excellent. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant parce que je suis en train de vous poser des questions sur les armes dont il est dit qu'elles ont été découvertes. Alors ensuite, un T-56. C'est quoi un T-56? T-56. C'est une arme de poing. « 5 SIG. C'est quoi des SIG? Ce sont des armes qui ressemblent au Kalachnikov. « 2 AK-47. C'est quoi un AK-47? C'est des Kalash. 3 PM MAT 49. C'est quoi? Pistolet mitrailleur. D'accord. Et il est fait mention aussi de 414 tenues treillis. Bon. Première question, monsieur. Vous souvenez-vous de cet incident particulier? Je vais reformuler. Vous souvenez-vous de la découverte de cette cache d'armes particulière? Je ne m'en souviens pas du tout. Si ça avait été le cas, on aurait fait une communication par le service de communication des armées, comme vous l'avez vu dans d'autres documents. D'accord. Alors, pour que tout soit clair, je vais demander au greffier d'aller à la seconde page, comme ça vous pourrez la lire.
Et peut-être que en lisant le libellé de la proposition, peut-être que la mémoire vous reviendra si jamais vous avez lu cette fiche. Alors lisez tranquillement le document et puis nous en parlons. Oui. Alors, est-ce que cela vous rafraîchit un peu la mémoire? Est-ce que vous vous souvenez de cette découverte particulière d'une cache d'armes ou pas plus que tout à l'heure? Pas plus que tout à l'heure. Si ça avait été le cas, l'individu, on l'aurait déféré. D'accord. Your Honors. Monsieur Desmirgeon, Monsieur le Président. Mr. President. Monsieur le Président. Le Président, oui, Monsieur le Procureur. Monsieur Desmirgeon, est-ce que nous pourrions obtenir une précision au sujet de la date de cette opération? Parce qu'il y a une ou deux dates sur ce document et là, je ne sais plus très bien de quelle période il s'agit. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement le sens de votre intervention, confrère, parce que j'ai lu au témoin un document et je ne peux vous dire que ce qu'il y a sur ce document, que vous en savez autant que moi et j'en sais autant que vous. Et comme le témoin ne se souvient pas de l'opération elle-même, je ne suis pas sûr qu'on puisse obtenir beaucoup plus. When is the Le Président, mais quelle est la date du document? Monsieur Desmirgeon, Monsieur le Président, le document porte la date du 22 novembre, mais fait référence à une demande du 11 juin, d'où ma demande de clarification. Le Président, oui, certes, mais bon, le document est présenté, versé, et nous tirons les conclusions. Si le témoin, ceci étant dit, ne se souvient de rien, cela ne servira à rien de lui poser la question au sujet de la date. Monsieur Desmirgeon, oui, tant que cela soit bien inscrit et fasse partie du dossier. Le Président, oui, bien sûr, maître Altit. Alors, nous allons nous placer cette fois-ci un petit peu avant la crise de 2010, plusieurs mois avant, mais pas très longtemps. Que saviez-vous en tant que commandant supérieur de la gendarmerie d'un recrutement éventuel de mercenaires au Burkina? Avez-vous eu des informations sur un recrutement de mercenaires au Burkina dans les mois qui ont précédé les élections présidentielles ivoiriennes de 2010? Non. D'accord. Avez-vous appris, cette fois-ci plus tard, en cours de crise, si je puis dire, que des mercenaires avaient été recrutés au Burkina et avaient été rassemblés au nord de la Côte d'Ivoire et qu'ils attendaient le moment de descendre vers le sud de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus? Non, je n'ai pas d'informations, puisque je n'avais pas d'éléments informateurs au Burkina Faso. Puisque c'est une période de paix normale, je n'ai pas d'informations, s'il vous plaît. D'accord. Alors je vais reformuler un tout petit peu parce que je vous ai posé deux questions un peu différentes et je crains de n'avoir pas été assez clair. Alors, c'est vrai, ma première question c'était recrutement de mercenaires au Burkina en période de paix avant la crise. Quelques mois avant les élections présidentielles, vous avez tout à fait raison.
Ma deuxième question, en revanche, c'était savoir si ensuite, après le début de la crise, c'est-à-dire au cours de l'année 2010, enfin au cours de novembre, décembre 2010, janvier, février, mars ou avril 2011, vous avez appris, donc en pleine crise, que des mercenaires recrutés au Burkina Faso avaient été rassemblés au nord de la Côte d'Ivoire. Et pas, ils n'étaient plus au Burkina, là, ils étaient passés au nord et attendaient de descendre vers le sud. Là, on est en pleine crise. Est-ce que vous avez des informations là-dessus à ce moment-là? Non, je n'avais pas d'informations là-dessus. D'accord. Avez-vous eu à un moment quelconque des informations sur le fait que les services spéciaux français organisaient des troupes pour descendre dans le sud de la Côte d'Ivoire et mettre en place le président que la commission électorale avait dit élu, Alassane Ouattara? Non, je n'ai pas d'informations. D'accord. Your Honors, Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, il ne s'agit pas tellement d'une objection contre la question, mais quelle est la base, quelle est la fondation sur laquelle repose cette question? Le Président, c'est une question. Monsieur Demirjian, oui, bien sûr, mais il faut qu'il y ait des fondements, une base. Il ne s'agit pas de partir à la pêche, d'aller à la pêche. Le Président, mais pourquoi? Et c'est une question. Ça, après tout, ce témoin, c'est le chef de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Toute question qui se rapporte à ses connaissances éventuelles est autorisée par la Chambre. Le président, monsieur Demirjian, oui, mais les informations doivent être basées sur... La question doit se fonder sur des questions ou sur des informations. Donc, qu'est-ce qui... sur quoi repose cette question, le président? Je pense que le fondement, c'est la présence même de ce témoin, c'est la qualité du témoin, étant donné les fonctions qu'il occupait à l'époque de la crise. S'il sait quelque chose au sujet de tel ou tel autre sujet, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une question qui ne devrait pas être autorisée, qui ne devrait pas être posée à ce témoin. Monsieur Desmaisons, je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Altit. Alors, monsieur, vous avez parlé de l'hôtel du Golfe. Que saviez-vous en tant que responsable de la gendarmerie sur le nombre de soldats ex-rebelles devenus force nouvelle qui étaient cantonnés à l'hôtel du Golfe au moment de la crise? On parle de la crise, hein, enfin de la crise de 2010, c'est-à-dire juste avant les élections présidentielles et puis les mois suivants. Il y avait beaucoup de soldats au Golfe. Les soldats des forces armées, des forces nouvelles, les soldats de l'ONUCI et de temps en temps des militaires français. Mais je n'ai pas de chiffres exacts. Aviez-vous des informations sur leur armement? Par exemple, disposaient-ils d'armements lourds? Effectivement, ils avaient toutes sortes d'armes, des armes de poing, pistolets jusqu'au A52, armes automatiques modèle 52 et des roquettes. D'accord. Saviez-vous quels étaient les responsables ex-rebelles devenus force nouvelle qui se trouvaient à l'hôtel du Golfe? Le chef d'état-major adjoint des forces nouvelles, le colonel Isiaka Ouattara Di Ouattao, était au Golfe
avec d'autres militaires, avec d'autres chefs de zone, Chérif Ousmane et bien d'autres. Voilà. Merci. Quels autres? Vous vous souvenez de quelques-uns d'entre eux? J'ai cité donc le colonel Ouattao, le colonel Chérif Ousmane, le colonel Thiofosier, etc., etc. D'accord. Y avait-il des responsables militaires, politiques ou diplomatiques français au Golfe pendant toute cette période? Je savais avec précision que M. l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire se rendait régulièrement au Golfe. Son nom? Je ne me rappelle plus. Pourtant, on s'est croisés plusieurs fois. Si je vous dis Jean-Marc Simon, ça vous rappelle quelque chose? Exactement, c'est de lui qu'il s'agit. D'accord. Et disposiez-vous d'informations sur ce qu'il faisait à l'hôtel du Golfe? C'était quoi son rôle? Non, je ne connais pas son rôle. Je pense que du moment que son pays a reconnu le président Alassane Ouattara comme président élu, je pense que diplomatiquement, il s'y rendait pour parler des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Je pense. D'accord. Et vous n'aviez pas d'informations sur la présence éventuelle de conseillers militaires français à l'hôtel du Golfe? Des militaires français y allaient souvent, sont-ils conseillers ou pas? Mais je pense que des militaires qui vont là-bas sont forcément des conseillers pour des questions militaires. Ce n'est qu'une appréciation personnelle. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre point. Il s'agit des règles d'engagement. Est-ce que vous... Alors, vous nous avez déjà donné quelques informations au cours de vos échanges avec le représentant de l'accusation. Mais pouvez-vous nous parler un peu plus précisément des règles d'engagement en matière de maintien de l'ordre? Et pour être tout à fait clair, pour distinguer ma question de la question suivante, je vous dis d'ores et déjà que je vous poserai ensuite la question de savoir quelles sont les règles en matière de légitime défense. Mais d'abord, je voudrais connaître les règles en matière de maintien de l'ordre, de manière succincte, naturellement, pour que nous comprenions bien ce que peuvent faire les gendarmes et ce qu'ils ne peuvent pas faire. En matière de maintien de l'ordre, toutes nos formations que nous avons reçues en Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est que le manifestant n'est pas un combattant. C'est un citoyen momentanément égaré et donc il n'y a pas d'emploi de la force contre ce manifestant-là, sauf en cas de légitime défense. Attaque actuelle en employant des moyens proportionnés à l'attaque. Ça veut dire que si vous donnez un coup de poing, on voit votre bouclier pour le bloquer. Vous n'allez pas tirer sur les manifestants parce que vous avez lancé un caillou. Alors, à votre connaissance, ces règles ont-elles été respectées par les unités sous votre responsabilité pendant la crise? Absolument. D'accord. Alors, vous venez de nous le dire, mais je voudrais que ce soit clair. Le cas particulier de la légitime défense, est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qu'on peut faire et pas faire en cas de légitime défense? Je parle des gendarmes, naturellement, ivoiriens. La légitime défense. There must be a law about
Le président, il doit y avoir une loi à cet effet. Il n'appartient pas à un témoin de vous dire ce qui doit être fait en invoquant la légitime défense. Il doit exister une loi qui légitime ce genre de défense. Et si la loi existe, la loi est interprétée par les avocats et non pas par les témoins, car il ne s'agit pas d'un fait. Monsieur MacDonald, en effet, il existe une loi. D'ailleurs, cela fait partie de la liste de la défense s'agissant d'autres témoins. C'est un document qui concerne le décret de 1967 en Côte d'Ivoire. C'est une pièce qui a été communiquée en application de la règle 77. En fait, cela ne fait pas partie du dossier de l'affaire, mais c'est un document qui a été versé au prétoire électronique. Pour ce qui est des documents juridiques, la Chambre peut dresser un constat judiciaire de cela. Nous pouvons fournir la référence ERN et nous pouvons vous l'envoyer afin que le document soit versé au dossier, mais cela incombe à la Chambre que de dresser un constat judiciaire de loi nationale. C'est une loi, un décret qui remonte à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Le président, je vous remercie. Je pense sincèrement qu'il ne convient pas de demander aux témoins d'aller au-delà de son rôle de témoin, c'est-à-dire parler de faits sans tenir aux faits. Il n'est pas censé parler de la loi. La loi existe, le texte en question sera versé au dossier, nous pourrons l'apprécier. Si je peux dire un mot là-dessus, Monsieur le Président, chez nous, en France, mais c'est vrai aussi en Côte d'Ivoire, il existe des lois, il existe des décrets. Un décret, ce n'est pas une loi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est le témoignage du témoin, de savoir si, à sa connaissance, ces règles, puisque ce n'est pas une loi, ces règles ont été appliquées et appliquées de la bonne manière. Et quelle est la bonne manière? Il faut bien le lui demander pour savoir ce qui s'est passé sur le terrain. Nous n'y étions pas, ni vous, ni moi, ni personne d'ailleurs. Et donc il me semble que la question peut être posée. Le président, il y a deux choses. D'abord, les instructions. Des instructions ont été données aux gendarmes. D'autre part, en quoi consiste la légitime défense et comment est-ce qu'elle est appliquée, ça, nous devrions le savoir. Et cela fait partie d'une loi ou d'un décret ou d'un texte quelconque, d'un instrument juridique quelconque. Donc il y a l'interprétation de cela et d'autre part, il y a ce qui s'est passé sur le terrain. Ils ont en fait la même chose, Monsieur le Président. Ces instructions éventuelles données aux gendarmes, encore faut-il savoir si elles correspondent ou pas au cadre juridique ou au cadre réglementaire. Et pour cela, nous devons savoir, de la bouche du principal responsable de la gendarmerie, quel était ce cadre de manière pratique. Parce qu'il y a la théorie et la pratique, n'est-ce pas? Il y a la manière dont on le conçoit, il y a la manière dont on l'applique. Enfin, me semble-t-il. Mais je crois que nous ne sommes pas si loin, on dit plus ou moins la même chose, me semble-t-il. Le président, eh bien, nous allons voir si nous disons la même chose. Vous allez poursuivre votre interrogatoire et nous verrons. Maître Knops, Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir pour m'associer aux propos de Maître Altit. Les règles d'engagement ne sont généralement pas inscrites dans des textes de loi. Le Président, nous ne parlons pas de règles d'engagement, nous parlons de légitime défense. Quelles sont les règles s'appliquant à la légitime défense? Il ne s'agit pas de la manière dont les choses ont été exécutées sur le terrain. Donc, si vous parlez de règles d'engagement, certes, vous pouvez le faire. Parce que c'est quelque chose qui relève de la hiérarchie. Mais la base, c'est la loi, c'est le texte de loi. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, vous avez suivi les échanges. Donc, ce qui nous intéresse, vous l'avez bien vu, c'est de savoir comment ça s'est passé. Mais pour qu'on comprenne comment ça s'est passé, encore faut-il qu'on sache le cadre dans lequel on peut se défendre, dans le cadre dans lequel la défense est légitime. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, parce que c'est vrai qu'il y a les textes pour les analyser éventuellement, mais vous, en tant que responsable de la gendarmerie, quel était
quelles étaient les conditions, quelles sont les conditions de la légitime défense et comment ça se matérialise. La légitime défense, c'est une agression actuelle contre un agent commis au maintien de l'ordre. Et l'agent doit réagir face à cette agression en utilisant les moyens qui sont proportionnés à l'attaque. S'il le fait plus tard, c'est une vengeance et il est condamnable. Donc ce que vous nous dites, le mot utile Donc ce que vous nous dites, le mot utile ici, si je comprends bien, hein, vous me dites si j'ai bien compris, c'est le mot clé en quelque sorte, c'est le mot proportionnalité, c'est ça? Absolument. Bon. Et maintenant, ma question, à votre connaissance, les unités de gendarmerie sous votre responsabilité, qui dépendaient de vous, pendant toute la crise, n'ont-elles utilisé la légitime défense, enfin, ont-elles utilisé la légitime défense quand cela se présentait de la manière prescrite, telle que vous venez de nous le dire, c'est-à-dire, si je comprends bien, proportionnelle, ou bien, certaines fois, à votre connaissance, ont-elles dépassé, d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais dépassé ce cadre que vous nous avez rappelé de manière rapide et succincte. Encore, je rappelle, la gendarmerie agit essentiellement en campagne. Là-bas, les manifestations ne sont pas des grosses foules. Mais à Abidjan, en cas de manifestation, c'est la police qui est engagée. De façon plus précise, nous n'avons jamais eu d'attaque de la part des manifestants. On n'a jamais utilisé des moyens qui ne sont pas proportionnés à l'attaque. Lancer un caillou, poser une barricade, ne nous amène pas à utiliser des armes. On dégage les barricades. C'est souvent des pneus qu'ils mettent, on les dégage. C'est souvent des carcasses, on les dégage. D'accord, monsieur. Oui, oui, tout cela est très clair. Mais vous nous avez néanmoins parlé d'attaques contre des gendarmes avec des armes à feu. Et il y a eu des morts, si j'ai bien compris. Donc, dans ces cas-là, il faut bien se défendre, ou bien les gendarmes ne se défendaient pas. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je traitais du cas d'Abou-Bogar. Des gendarmes étaient commis depuis tout le temps à la surveillance de l'antenne d'Abou-Bogar. C'est elle qui permet de mettre les sons sur notre télévision. Ce site stratégique a été attaqué par les commandos invisibles. Il n'y avait que 2 gendarmes. Ils en ont tué un, l'autre a fui. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas eu d'échange. On était en position inférieure parce qu'on n'était pas en position de combat. Donc pas parler de proportionnalité. Un gendarme a été tué, l'autre s'est replié. Et ils ont progressé, si vous connaissez bien Abidjan, vous, Mataltit, d'Abou-Bogar en allant vers Adjamé. Il y avait une usine qu'on appelle Filtisac, Filtisac, qui était encore gardée par des gendarmes. C'est notre mission traditionnelle de protection des biens et des personnes. Les éléments ont progressé et là encore, ils ont abattu les gendarmes qui étaient là. Donc, ce n'était pas dans un cas de maintien de l'ordre, c'était une agression avérée du commando invisible contre tout ce qui était gendarme. D'accord. Alors on peut peut-être, c'était très clair, monsieur. Hein. Alors on peut peut-être poser la question un peu différemment. À votre connaissance, y a-t-il jamais eu un incident qui aurait mérité une enquête parce que la question de la légitime défense ou des critères de légitime défense ou de la proportionnalité aurait été posée? Votre réponse, si je comprends bien, c'est non. Est-ce que je me trompe? Non. Donc c'est ça. Hein, que ce soit clair pour nous, parce qu'on essaie de comprendre. Je suis d'accord avec vous, Maître. Donc jamais.
Yes, please, please. Le président, s'il vous plaît, ménagez une pause. Attendez avant de répondre. Alors je vous repose la question, de manière à ce que vous puissiez dire clairement à la Chambre, donc à votre connaissance, et est-ce que vous pouvez nous dire donc ce qu'il en est, s'il n'y a jamais eu un seul incident, ou s'il y en a eu un ou deux, enfin bref, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce qu'il en a été, à votre connaissance, pendant la crise? Il y a eu l'incident dont on a parlé ici, de Yopougon, dans un sous-quartier Ouassakara, entre les éléments de la gendarmerie commandés par le capitaine Koukouignon avec des militaires. Et cet incident a occasionné des morts dans les rangs des gens qui étaient supposés être des rebelles. À la vérification, qui étaient des militants, dit-on, du RDR en réunion. La police de l'endroit précis s'est saisie de l'affaire, a ouvert une procédure et je n'ai plus jamais eu la suite. Puisque c'est le commissaire du gouvernement qui est destinataire des procédures dressées par la gendarmerie et par la police. C'est cet incident-là que je voudrais vous signaler. Peut-être qu'il y a eu d'autres, mais je ne me rappelle plus. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre point. Vous nous avez parlé d'un certain nombre de rendez-vous entre le président et les principaux chefs des forces de maintien de l'ordre, rendez-vous auxquels vous participiez, et lors desquels, si j'ai bien compris, les responsables des forces de maintien de l'ordre faisaient un compte-rendu au président de la situation sécuritaire prévalant à ce moment-là à Abidjan. C'est bien ça? C'est cela. Très bien. Le président, c'était une question inutile, superflue, une question parmi d'autres qui était superflue. Monsieur le Président, si l'on parle de... pardon, je fais un petit aparté ici, mais je pense que ça peut être utile. Si l'on parle de durée de l'interrogatoire par la partie non appelante, pour essayer de rassurer votre chambre, je pense que nous passerons moins de temps à interroger ce témoin que n'en a mis l'accusation. Je ne voudrais pas m'avancer trop, naturellement, parce que ce serait embêtant. Mais je pense qu'on devrait arriver à terminer dans des délais raisonnables. Donc, les questions ont, de notre point de vue naturellement, leur raison d'être et n'empiètent pas ou ne vont pas ralentir un quelconque temps qui serait accordé à la défense. Mais je le dis pour rassurer la Chambre. No, but I'm just saying that... Le président, oui, mais je voulais simplement dire que si vous posez une question qui n'est pas nécessaire, vous demandez au témoin si vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit précédemment. Il y a peut-être 10 minutes, bien entendu, il sera d'accord. Il ne s'agit pas de la véracité de la réponse, posez simplement votre question. Monsieur le Président, comme là, Monsieur le Président, il faut une forme de logique. Et par ailleurs, Yes. oui, non, mais par ailleurs, ici aujourd'hui, puisque je fais ici référence à tout ce qui s'est déroulé les jours précédents. Et ce qui s'est déroulé les jours précédents a eu, a été formalisé en différentes interventions pendant différents jours, etc. Et pour poser une question, je vous en prie, pardon.
Le président, je vais dire ceci et je vais m'arrêter après. En anglais, vous avez dit, c'est la traduction anglaise, vous nous avez parlé d'un certain nombre de réunions entre le président et certains commandants des forces, etc. Est-ce que c'est exact? Bien sûr que c'est exact. Posez votre question. Pourquoi faire ce préambule? Pourquoi est-ce que vous ajoutez cet élément? Est-ce que c'est juste ou pas? Please go ahead. Veuillez poursuivre. Alors, première question, monsieur le témoin. Alors, apparemment, d'après ce que vous nous avez dit, ce n'étaient pas des réunions trop longues. Est-ce que je me trompe? Affirmatif. Elles duraient grosso modo combien de temps? 10-15 minutes, pas plus. Pas plus. D'accord. Alors, comment ça se passait? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour qu'on essaie de comprendre un peu, de voir, de visualiser un peu, qui parlait et qui disait quoi? L'armée, c'était un corps hiérarchisé. Et quand nous allions voir monsieur le chef de l'État, chef suprême des armées, c'est le chef d'état-major des armées qui prenait la parole et qui rendait compte de la situation. En l'occurrence, le général Philippe Mangou. C'était le seul à parler? C'était le seul à parler, à moins que le président de la République pose des questions, ou qui a quelque chose à dire ou à ajouter. Donc, compte tenu du fait que les réunions étaient courtes, est-il juste de dire que des points précis n'étaient pas abordés, mais que les participants s'en tenaient à des généralités? Non, ce ne sont pas des généralités. Vous avez vu des documents précédents, on appelle l'ordre d'opération, où il est précisé situation générale, situation particulière, on donne tout. Et c'est cet ensemble-là que le chef d'état-major résume à monsieur le président de la République. Vous avez vu des horaires. Mais on s'asseyait, le président n'avait pas que nous à recevoir, on attendait notre tour d'être reçu. Ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, mais les 2 heures, c'était pas le chef de l'État. D'accord. Et vous nous avez dit ce que répondait le chef de l'État. Vous nous l'avez déjà dit, donc j'y reviens pas. Ma question est donc, ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous nous avez dit que répondait le chef de l'État à propos de différentes réunions? Est-ce que c'était un processus immuable? Est-ce que c'était un processus, si vous voulez, qui était répété pour chacune de ces réunions, pour chacun de ces rendez-vous? Affirmatif. Oui. D'accord. Alors, parlons de vos visites à la résidence présidentielle. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, je crois que c'était au début de votre témoignage, il vous arrivait d'aller à la résidence de votre propre chef pour voir des amis, c'est bien ça? Affirmatif, oui. D'accord. Est-ce que l'on peut dire que d'autres personnalités ivoiriennes se rendaient elles aussi à la résidence pour voir des amis? Peut-être je peux formuler ma question autrement. Ceux qui se trouvaient à la résidence n'y étaient pas nécessairement parce qu'ils avaient été convoqués par le chef de l'État. Est-ce que c'est juste? Monsieur Desmergents, Monsieur le Président, objection. Monsieur Desmergents, je ne veux pas aller trop loin, mais bon, là, quand même, on se perd en conjecture au sujet de ce que font d'autres personnes. Président, oui, je suis d'accord avec vous. Ce que font d'autres personnes, ce n'est pas ce que le témoin a fait. Le témoin, c'est le témoin, d'accord?
Alors je vais reformuler. Avez-vous rencontré des personnes à la résidence qui s'y trouvaient, qui n'y travaillaient pas, mais qui s'y trouvaient ponctuellement sans avoir été convoquées par le chef de l'État? Maître, avec votre permission, je n'avais pas l'agenda du chef de l'État pour savoir si telle personne qui était là était convoquée. Mais vous connaissez bien Abidjan, le président travaille et à la résidence et au palais présidentiel. Donc il y a des rendez-vous qui se prennent à la résidence et d'autres qui se prennent au palais présidentiel. Donc à un moment donné, tout ce monde-là peut se retrouver au salon. Vous savez, il y a 4 accès. Il y a l'entrée principale, il y a la cour intérieure et il y a la cour en face de la résidence. Et quand vous entrez, vous avez 2 salons, 3 salons. Et les gens sont assis là. Chacun attend son tour d'être reçu. Merci. Alors, vous avez parlé de votre dernière visite à la résidence. Vous vous souvenez d'avoir parlé de la dernière visite? Il y a eu un incident, vous nous avez expliqué l'incident à l'entrée. Oui. Alors, ma question, d'où veniez-vous pour vous rendre à la résidence? Je venais d'Agban, où j'habite depuis 10 ans, et je me rendais à la résidence. Monsieur le Président, j'attends que... je crois que le transcrit est arrêté, j'attends un peu. Je me tourne vers les interprètes, c'est bon? Ok. Alors, ma question, y avait-il, monsieur, des unités françaises? Avez-vous rencontré des unités françaises sur votre trajet, soit aller, soit retour? Non. J'ai rencontré plutôt des militaires au niveau de la RTI qui tenaient ce point. D'accord. French soldiers or Le président des soldats français? RTI, comme d'habitude. okay, thank you. D'accord, merci. Alors, à la fin de la crise, l'armée française a-t-elle attaqué des positions des bases de la gendarmerie à Abidjan? Il y a eu plusieurs attaques, je ne sais pas lesquelles, mais si on me permet, je peux faire un petit développement, si je suis autorisé à le faire. Oui, sous le contrôle du président. Of course. Oui, bien sûr. Bien sûr que vous pouvez faire ce petit développement. Les FDS et les FAFN n'avaient pas d'aviation. Seuls l'ONUCI et la France avaient des aéronefs. Ils ont attaqué le camp d'Akwedo, ils ont attaqué la marine. Il y a eu 2 attaques sur le camp d'Agban. Première attaque qui a fait la mort, qui a causé la mort à une fillette, parce que l'obus a traversé le salon de son père et la fille a pris le coup. La deuxième attaque visait les engins blindés de la gendarmerie. Après, il n'y a plus d'attaque, mais il y avait des survols quotidiens des avions sur le camp d'Agban. Depuis là-haut, est-ce la Russie, est-ce la France? Je suis jamais de dire que ce sont les 2 forces ensemble qui survolaient le camp d'Agban et qui ont mené conjointement les attaques.
What period are you talking? Le président, et à quelle période faites-vous référence? When this happened? Quand est-ce que cela s'est passé? Ces attaques aériennes, quand est-ce qu'elles se sont passées? En gros, au mois de mars, quand le Conseil de sécurité, dans une résolution, a ordonné que les armes lourdes de l'armée de M. le Président Laurent Gbagbo soient détruites. En gros, en mars. Oh, non, après la crise. C'est pendant cette période-là. So during the end of the crisis. Le président, mais vers la fin de la crise, en mars, disons, mars-avril, c'est cela? C'est cela. Maître El Titre. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Cassaraté, juste pour clarifier les choses, vous avez dit à l'instant des avions survolaient le camp. Est-ce que vous ne vouliez pas dire plutôt des hélicoptères? Pardon, des hélicoptères. D'accord. Alors à un moment, je crois que c'était hier, de manière incidente, vous avez dit « J'ai vu que beaucoup de généraux n'étaient plus à leur poste ». Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous entendiez par là et à quoi vous pensiez en disant cela? Je vais être très précis. Mes gendarmes m'ont informé de ce que le chef d'état-major, le général Mangou, n'était ni à son bureau ni à sa résidence. Et les rumeurs qui nous parvenaient l'annonçaient à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Abidjan. 2. Sur les écrans de la télévision qui émettaient depuis le Golfe, j'ai vu apparaître le général Touvoli Bizobo, chef d'état-major particulier du président de la République, qui invitait les armées à déposer les armes. Il était au Golfe. Peu de temps après, j'ai vu sur la même télévision le général Dété Loto, chef des opérations à Abidjan, qui émettait aussi depuis le Golfe, qui invitait ses hommes à terre les armes. Voilà les principaux généraux que j'ai vus à la télévision appelant les uns et les autres au dépôt des armes. D'accord. À votre connaissance, des représentants du RHDP, des forces nouvelles ou des représentants français ont-ils noué des contacts avec vos subordonnés et ou cherché à les influencer pendant la crise? Aucun de mes subordonnés ne m'a rendu compte d'un tel comportement. Aucun. D'accord. Des représentants du RHDP, des forces nouvelles, disons des représentants du Golfe, peut-être pour faire plus simple, ou des représentants français, ont-ils cherché à prendre contact avec vous et à vous influencer pendant la crise? Je n'ai pas eu de contact avec les Français. Par contre, à mon bureau, j'ai reçu 2 attachés de défense, américains je crois, des Américains je crois, qui demandaient à la gendarmerie est-ce qu'elle se ralliait ou pas. Je leur ai dit que c'est un débat politique. Je n'ai pas parlé de politique avec eux. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous voulez, ce sont des éléments un peu
compliqué, des souvenirs peut-être un peu difficiles. Est-ce que vous voulez qu'on passe à huis clos pour en parler tranquillement? De cette question-là. Oui, de la question de ce qui a pu se passer entre les généraux et des intervenants extérieurs. Je suis aux ordres de monsieur le juge, sinon je n'ai pas de décision. Le président. Non, mais... Non, c'est le juge qui est en quelque sorte à vos ordres. Si vous vous sentez à l'aise, nous pouvons aller de l'avant. Si vous avez un souci, quel qu'il soit, vous me le dites et nous passons à huis clos partiel. Monsieur le Président, comme je vais poser peut-être quelques questions autres, mais qui seront peut-être tout aussi délicates, je crois que nous ferions bien d'aller en huis clos partiel. Ça permettra aux témoins probablement de se sentir plus à l'aise. Président. Eh bien, nous allons donc passer à huis clos partiel. Mais dites-moi, dites oui, monsieur? Monsieur le Président, Yes? je n'ai pas de problème à le faire en public. Good. Eh bien, poursuivons alors. Je crois que ce serait mieux. Pour les autres questions, j'ai compris que pour ces questions-là, il n'y avait aucun problème, et j'en prends note. Parfait. Mais comme j'aurai d'autres questions un peu différentes, autant aller, je crois, Monsieur le Président, en audience à huis clos partiel. OK. Le président, bien. Alors nous allons donc passer à huis clos partiel. Donc, monsieur le témoin, à partir du moment où la greffière d'audience nous informera de la chose, nous serons à huis clos partiel.